Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition des 19h sous la radio-télévision nationale congolaise. Une édition consacrée dans sa grande partie à l'actualité dans nos provinces. À l'annonce de la saison pluvieuse, les populations craignent pour des dégâts qu'occasionnent les pluies. Plusieurs chantiers sont ouverts dans les principales villes de la République, vous le savez. Ces chantiers inachevés peuvent rendre la circulation difficile. La population des Kalemi, par exemple, dans les Tanganyika, craint déjà le pire. Regardez. Alors que la saison pluvieuse approche à grands pas dans la province du Tanganyika, l'inquiétude monte chez les habitants de la ville de Kalemi, son chef-lieu, et les risques d'inondation se font de plus en plus pressants. Plusieurs autres routes secondaires se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les collecteurs d'eau, notamment ceux de Kalumbi et entrées abattoirs, sont à l'arrêt, une activité qui inquiète fortement les habitants. Ces derniers craignent que les premières grandes pluies n'entraînent de lourds dégâts matériels et mettent en danger les populations vivant à proximité des caniveaux. Les autorités provinciales et nationales sont interpellées à agir rapidement afin de prévenir les dégâts. Le danger avec la disparition de cette route pour la population de Kalemi est tel que les commerces sont paralysés. Il n'y aura plus de trafic sur cet axe. Et nous ne savons pas oublier que c'est ici là où il y a l'essentiel des commerces. Du moment où il n'y aura plus de routes praticables, en tout cas, tel que vous le voyez, il n'y aura plus de gens qui vont rejoindre l'autre bout. Face à l'inaction constatée sur le terrain, les habitants appellent à des réponses urgentes et concrètes. La saison des pluies ne prévient pas et les conséquences pourraient être désastreuses si rien n'est fait à temps. La campagne agricole 2025-2026 se veut une saison décisive pour l'autosuffisance alimentaire dans les Kwilu également. C'est le souci qu'anime le ministre de l'Agriculture. D'autres explications, c'est dans ce commentaire. Vivement déterminé pour la relance agricole agressive, telle que souhaitée par le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi. Le projet à venir n'est pas en reste. Le jeudi 11 septembre, dans la province du Kwilu, secteur de Kenge, le projet à venir que pilote les coordonnateurs nationaux. Justinia Bachirongo a joué sa partition lors du lancement de la campagne agricole 2025-2026, saison A dans cette partie du pays, en présence du ministre d'État et du secrétaire général. Place, le patron de l'agriculture a échangé avec les agri-multiplicateurs bénéficiaires de l'appui du projet à venir qui ont présenté des échantillons de semences de qualité. Je vais vous dire ce que nous voulons faire de ce mandat que le président nous a donné. La première chose, c'est de se rassurer que chaque agriculteur, partout où il se trouve, puisse avoir un accès à des semences améliorées. Et pour les résoudre, j'ai demandé au chef de l'État de me confier la responsabilité de travailler avec les INERA. Les représentants du projet à venir ont présenté quelques réalisations dans la problématique du développement agricole en RDC. La base de toute campagne agricole réussie reste l'accès à des semences de qualité. À ce titre, le projet à venir a appuyé l'INERA dans la production de semences de base acquises à coût négocié et mise à disposition de 40 agri-multiplicateurs appuyés dans les 4 provinces d'intervention du projet à venir, à savoir la province du Kwilu, la province du Kwango, le Mai-Ndombe et le Congo central. Mais aussi on y ajoute la périphérie de la ville de... Voilà, la population doit collaborer avec les forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité. C'est le vœu de la vice-ministre de l'Intérieur exprimé lors de son passage à Kingabwa. Regardez. Remettre la confiance entre les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo et renforcer le mariage population PNC suite au dernier malentendu à Kingabwa était l'objet d'une descente sur terrain de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshilakamba à Kingabwa, l'un des quartiers les plus peuplés de la capitale congolaise. De Pakadjouma jusqu'à proximité du fleuve Congo, frontière entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Congo-Brazzaville, toujours dans son rôle de prévoyance pour déceler l'origine de cette altercation qui sensibilise pour une bonne
une collaboration entre tous les services de l'État avec amour et loyauté à la nation dans un seul élan de sécuriser les personnes et leurs biens, comme le veut le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a rappelé à l'ordre certains éléments des forces armées qui violent les consignes de la hiérarchie pendant les heures de service, avec notamment la consommation de l'alcool et le non-port de tenue comme symbole du pouvoir. Négligence et zamabé. Je ne tolère pas la négligence. Vous devrez prendre le travail au sérieux. La deuxième personnalité de la territoriale, Eugénie Tshilakamba, répare avec satisfaction. Et le ministre délégué près le ministre de la Défense a rendu hommage à un vétéran de la force publique qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les détails, c'est avec Serge Merlin-Mata. Il est l'un des derniers rescapés de la force publique qui a combattu à la Deuxième Guerre mondiale. Michel Mbavu Ndowe, décédé depuis 1982, à ce jour, son patrimoine est spolié par des inconnus. Désespéré, sa succession a saisi les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et les étambouis pour trouver gain de cause. Le ministre délégué à la Défense nationale a promis de s'impliquer. C'était bien avant de se recueillir devant la tombe de ces vétérans. Auparavant, la délégation de la communauté Bembe au Sud Kivu est venue auprès de lui pour plaider la cause de les membres incarcérés. Les ministres délégués près les ministres de la Défense nationale et les étambouis ont entendu leur doléance. Il a en outre promis d'étudier les dossiers une fois à Kinshasa. Une délégation de la Cour pénale internationale enquête sur des cas de barbarie de la rébellion CRP Zaïre, alliée du M23. Cette équipe de la CPI se trouve présentement sur place à Bunia sur le théâtre des opérations. C'est un véritable pas des géants vers la justice réparatrice en Ituri. Les actuelles violences orchestrées en territoire de Djougou par la milice CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliée au M23 sont traitées par la Cour pénale internationale, a laissé entendre la responsable du programme, font au profit des victimes. C'est vraiment le bureau du procureur de la CPI qui s'en occupe de toute question par rapport aux perpétrateurs des crimes ou bien par rapport à tout ce qui concerne les auteurs des crimes. Je sais que la CPI est en train de faire son travail. Depuis 2024, plus de 100 000 victimes ont déjà bénéficié de réparations dans le cadre de ce programme. La CPI reste déterminée à renforcer sa présence en Ituri pour garantir que les victimes soient reconnues, entendues et réparées, a-t-elle renchéri. Mise en œuvre de nos différents projets ici en RTC, notamment pour les victimes de M. Thomas Lubanga, les victimes de M. Bosco Taganda et les autres victimes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité que nous, avec nos partenaires, faisons la mise en œuvre. Il y a une très bonne évolution, surtout pour nos projets d'assistance, où pour l'année 2024, on a eu plus de 100 000 bénéficiaires directs et indirects qui ont bénéficié des différents projets, par exemple la réhabilitation physique, la réhabilitation socio-économique, la réhabilitation psychologique ou bien la sensibilisation pour le vivre ensemble et l'éducation à la paix. Notre travail uniquement, c'est de travailler avec les victimes et de soulager leur douleur avec bien sûr nos partenaires et l'appui du gouvernement congolais. La tenue de cette séance, jugée de stratégique par l'administration militaire et la Cour pénale internationale, prouve à suffisance l'attention de la communauté internationale sur les violences commises en Ituri. Le mécanisme national de suivi a initié un atelier stratégique autour des engagements régionaux de paix. Objectif, harmoniser les actions et renforcer la coordination des mesures convenues dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, de la feuille de route de Luanda, mais également des conclusions de Nairobi. Patricia Ungo pour les commentaires. Les engagements pris par les parties prenantes lors de l'accord cadre d'Addis Abeba, de la feuille de route de Luanda et les conclusions de Nairobi ont été au cœur d'un atelier. Les mécanismes nationaux de suivi étant examiné les modalités de ces engagements. Pour le MNS, l'accord cadre est une opportunité pour la mise en œuvre de ces deux instruments que sont le processus de paix de Doha et l'accord Rwanda-RDC
de Washington. Nous avons voulu que de l'accord cadre d'Addis Abeba revitalisé, ainsi que le processus de paix de Washington et la déclaration des principes de Doha soient harmonisés, que le travail de terrain soit un travail qui favorise cette synergie de mise en œuvre. Ces plans d'action, élaborés conformément aux recommandations de l'Union africaine et de la 11e réunion de haut niveau du mécanisme national de suivi, identifient les actions précises à exécuter par les institutions désignées en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Les agents et cadres du ministère des Hydrocarbures éprouvent certaines difficultés dans l'exercice de leur travail. Des difficultés présentées à la ministre des tutelles, Kassia Batumbola Bandoubola, plutôt par les directeurs et chefs des services de ces secteurs, Gubles Kitik et Eric Kabamba. Conduit par le secrétaire général aux hydrocarbures, Christian Kankoukachala, ces directeurs chefs des services ont été reçus le jeudi 11 septembre 2025 par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Kassia Bandoubola Mbongo. Ces cadres de l'administration sont venus faire le plaidoyer auprès de la ministre d'État sur les conditions de travail des agents et cadres à travers toute la République. Selon le directeur de ressources humaines, cette réunion était une réunion de prise de contact avec le cadre de l'administration des hydrocarbures et ont apprécié l'esprit d'écoute de la ministre d'État pour booster ces secteurs stratégiques. J'ai présenté la situation inhérente aux conditions de travail des agents. On a compris qu'elle est à l'écoute de ces agents. Elle a promis bien sûr que les jours à venir, elle viendra visiter les restes des agents au niveau de l'administration. Nous sommes satisfaits des réponses qu'elle nous a données. Évidemment, nous allons travailler ensemble pour encore améliorer les secteurs, avoir aussi son expertise. On trouve qu'elle sera d'une très grande contribution pour ces ministères. Kassia Bandoubola Mbongo a promis à ses cadres de compter sur elle, surtout de travailler ensemble selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Elle a conclu que sa priorité est de mettre des agents et cadres dans des conditions de travail confortables. Et de l'autre côté, plusieurs jeunes sont en train de suivre une formation en rapport avec les métiers verts, c'est-à-dire les métiers liés à l'eau et à l'électricité. Le ministre des Hydrocarbures et son collègue de l'Emploi ont rehaussé de leur présence la cérémonie du début de cette formation. Georges Frédéric Ndibo pour le reportage. Une formation gratuite de 300 jeunes filles et garçons aux métiers techniques de l'électricité et de l'eau pour leur intégration professionnelle a été lancée par les ministres de l'Emploi et Travail Ferdinand Massamba et son collègue des ressources hydrauliques et électricité Molendo Sakombi dans le cadre du projet d'accès, de gouvernance et de réforme du secteur de l'électricité et de l'eau en RDC. Ce projet, porté par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale, vise non seulement à combler le déficit à main-d'œuvre qualifiée, mais également à promouvoir les emplois verts, socle de la transition énergétique et écologique. La libéralisation des secteurs de l'électricité et de l'eau a ouvert la voie à une dynamique d'investissement privé génératrice d'emplois. Cette dynamique sera amplifiée par le programme gouvernemental Compact énergétique national qui vise à porter le taux d'accès à l'électricité de 21,5% à 62% d'ici 2030. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Stanislas Chimonga, a salué cette initiative cofinancée par le gouvernement de la République et la Banque mondiale. À vous, chers jeunes bénéficiaires, vous êtes l'avenir de notre pays. Saisissez cette opportunité avec enthousiasme, discipline et ambition. Cette formation est bien plus qu'un apprentissage. C'est un tremplin vers l'autonomie, l'emploi et la réussite. À l'issue de leur formation, ils recevront des kits d'intégration professionnelle pour qu'ils soient immédiatement opérationnels sur le terrain. Santé, pas de panique, le décès dû à une hémorragie constatée au quartier Pakadjouma dans la commune de Limete n'a pas été causé par le virus Ebola. Le test de l'INRB est négatif. Rodé Panda nous en parle. Après l'alerte
Pour un cas d'Ebola observé au quartier Pakadjouma à Kinshasa, les experts de l'Institut national de santé publique INSP ont été immédiatement dépêchés sur place pour investiguer et prélever des échantillons qui ont été testés à l'Institut national des recherches biomédicales INRB. Les résultats est négatif. Cette communication fait suite à une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, suscitant ainsi inquiétude et rumeurs. Le centre des opérations d'urgence, le COUSP a été saisi de cette alerte. Effectivement, c'était un malade autour de 41 ans qui est décédé. On a eu la symptomatologie qui était évocatrice d'une fièvre hémorragique virale. Après investigation, il y a eu un prélèvement qui a été réalisé et amené très rapidement au niveau du laboratoire de référence nationale à l'INRB. Et on vient d'avoir les résultats. Donc le résultat est revenu négatif. Donc ce n'est pas un cas de la maladie à virus Ebola. Donc c'est ici l'occasion d'apaiser la population au niveau de Kinshasa. Donc nous n'avons pas un cas d'Ebola ici au niveau de Kinshasa. Par contre, la population doit être toujours sensibilisée sur les gestes barrières, sur l'hygiène, le lavage de mains et éviter le contact avec les personnes présentant la symptomatologie d'Ebola. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale réaffirme son engagement à assurer une surveillance épidémiologique rapprochée et appelle la population à rester vigilante et informée uniquement via les canaux officiels. Santé toujours dans les zones rurales du Grand Bandundu, une campagne médicale vient de redonner espoir à des populations longtemps privées des soins de santé de qualité. Initiative du sénateur Herman Moutima qui a pour objectif de rapprocher les services médicaux des communautés éloignées. Rudis Kitutu nous en parle. Dans le coin le plus reculé de Maïndombe, l'accès aux soins de santé primaire est quasi difficile. Une campagne médicale initiée par le sénateur Herman Moutima Sakrini vient de combler ces déficits. Des consultations gratuites et autres interventions chirurgicales avec l'aide des spécialistes. Cette campagne dans le Maïndombe profond répond à une logique. Nous avons les soucis de la santé. Et cela, nous le faisons dans la vision du chef de l'État, qui veut vraiment faire de la santé pour tous une préoccupation majeure. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu cette initiative d'organiser une campagne médicale pour amener des spécialistes dans les milieux ruraux et arriver à traiter des cas compliqués. Nous avons avec nous un anesthésiste réanimateur qui va aider les chirurgiens orthopédistes, les gynécologues obstétriciens pour pratiquer les interventions les plus difficiles. Et nous avons aussi avec nous un diabétologue et un ophtalmologiste. Il y a eu engouement au premier jour de cette campagne qui rappelle que la santé est pour tous, citadins ou habitants de coins les plus reculés. Tous les citoyens ont droit à une santé de qualité. Et dans le Haut-Katanga, la coordination du programme national de l'hygiène aux frontières a désormais un nouveau coordonnateur. Dr Kalambo doit relever le défi de redorer l'image de marque de cette structure du ministère de la Santé. Reportage. Il est désormais officiellement installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF au Katonga, le Dr Kalamba Kay, bienvenue. Sa nomination à ce poste avait été entérinée le 8 mai 2025 par arrêté ministériel à travers la commission d'affectation collective du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Samuel Kamba Moulanda. La cérémonie officielle de remise à reprise s'est tenue le 9 septembre 2025 à la coordination provinciale du PNHF à Lubumbashi entre le nouveau coordonnateur et l'inspecteur Jean-Marie Klondanzazi qui a assuré l'intérim du coordonnateur sortant Patrick Ilunga Kabujimoumé. L'événement a été présidé par les chefs de division provinciale de la fonction publique actifs au Katonga, Célestin Katolo-Moulobe, en présence du médecin inspecteur provincial, du chef de division provinciale de la santé, des agents et cadres ainsi que d'autres autorités administratives et judiciaires. Après la lecture du procès verbal officialisant cette installation et dressant un état des lieux du PNHF au Katonga, la cérémonie de signature des documents a eu lieu, suivie de la remise des insignes, instruments de travail et objets symboliques des commandements de ces services étatiques au nouveau coordonnateur. Dans son allocution, le docteur Kalamba Kay, bienvenue, a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et locales, citant particulièrement le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kamba Moulanda, ainsi que la directrice nationale du programme national de l'hygiène aux frontières, Madame Wivine Ngandou, pour la
confiance placée en lui. S'adressant aux agents et cadres du PNHF au Katonga, le nouveau coordonnateur a lancé un appel à l'unité, à la solidarité et à l'amour du travail bien fait afin de poursuivre efficacement la mission essentielle de ces services qui est le contrôle sanitaire aux frontières. Que jusqu'avant sa nomination, il était chef de service chargé de la brigade de la police sanitaire PNHF Kinshasa après avoir assumé plusieurs fonctions au même programme dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. Et la faculté de médecine dentaire de l'Université de Kinshasa a désormais également un nouveau laboratoire préclinique des chirurgies orales, mais également maxillo-faciales. L'inauguration a eu lieu en présence du directeur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kayembe. Chimène Dondo nous en parle. À l'université de Kinshasa, un pas décisif vient d'être franchi dans la formation médicale. La faculté de médecine dentaire a inauguré le jeudi 11 septembre 2025 le tout premier laboratoire préclinique de chirurgie orale et maxillo-faciale dans la salle qui porte le nom du professeur Dr Hubert Tumba Wamulu. Ce laboratoire est le fruit d'un partenariat scientifique et du retour d'expérience acquise par plusieurs enseignants formés en Chine. Il permettra non seulement aux étudiants et stagiaires d'améliorer la qualité de leur apprentissage, mais aussi aux professionnels de santé et chercheurs d'explorer de nouvelles pistes en matière de soins spécialisés. Le recteur de l'université, le professeur Kayembe, n'a pas manqué d'encourager cette initiative. Ce laboratoire de simulation, c'est le terme que ça porte, recrée les conditions comme si c'était en situation naturelle et clinique réelle. Les apprenants entreront dans ce laboratoire par des sujets, des experts bien formés en Chine. Ils apprendront tous les gestes qui sauvent, tous les gestes utiles. Et de son côté, le professeur Nimi Fidel a insisté sur son importance pour le progrès de la recherche et la qualité de soins. Avec cette inauguration, l'UNIKIN inscrit désormais sa faculté de médecine dentaire dans une dynamique de modernisation innovante, ouvrant la voie à une formation au standard international et à une prise en charge médicale plus appropriée pour la population. Lubumbashi a accueilli le vice-premier ministre de l'Intérieur en début de semaine. Les élus provinciaux estiment que c'est une bonne chose pour rendre serein le climat dans la province. Serge Owando, élu de Lubumbashi, est de ceux qui saluent les mesures du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Edith Chala pour le reportage. L'arrivée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, était très attendue pour résoudre plusieurs problèmes en suspens. Le député national, élu de Lubumbashi, Serge Owando, s'est mobilisé et tous ceux de son bord pour accueillir comme il se devait le vice-premier ministre. Fidèle au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce fils de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, Serge Owando s'active pour la stabilité des institutions provinciales. Il salue les mesures prises par l'autorité nationale pour remettre de l'ordre dans le Haut-Katanga. Sur toute la ville, ses électeurs et autres louchois ont adhéré à cette approche du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Et dans les travaux de construction du nouveau centre de référence de santé Manika au quartier Kayele à Kolwezi avance normalement, constat fait par le bourgmestre de cette municipalité. D'autres détails dans ce commentaire. Dans l'objectif de s'imprégner de l'avancement des infrastructures initiées et financées entièrement par son entité, le bourgmestre de la commune Manika, accompagné de son adjoint, a effectué ce jeudi 4 septembre 2025 une tournée d'inspection sur plusieurs sites. L'homme de terrain, maître Thierry Mujinga Sambumba, a entamé sa visite au quartier Kayeke, précisément au marché central de Manika, où s'élève l'imposant bâtiment du nouveau centre de santé de référence Manika. Les travaux ici avancent sans relâche et sont déjà au stade de fixation des portes avant la pose des plafonds et autres travaux de finition. Soucieux de la santé de ses administrés, Thierry Mujinga Sambumba a également inspecté un nouveau grand chantier, la construction du centre de santé de référence moderne Fifi Masuka Saini, situé en Kisu au quartier latin. Accompagné également du médecin-chef des zones de santé de Manika, le docteur Nathan Kalima Mutombo, le bourgmestre s'est réjoui de l'avancée des travaux déjà au stade de coffrage du plancher qui sera bientôt bétonné avant l'élévation de l'étage.
Ces 2 centres de santé de référence modernes visent à améliorer les conditions sanitaires des habitants de la commune Manika en particulier et de la ville de Kolwezi en général. Ils traduisent la matérialisation de la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, suivi de près au Lualaba par l'unique femme gouverneure élue en République démocratique du Congo, Marie-Thérèse Masuka Saini, et mise en œuvre à Manika par l'homme de terrain Thierry Mushinga Sambumba. Cette visite a été un moment de parfaite communion entre l'autorité communale et ses administrés qui n'ont pas manqué de lui témoigner leur soutien et reconnaissance. L'ANSER va construire dans le tout prochain jour à Kananga un centre solaire. L'espace où sera érigée cette centrale est connu, nous dit Marthe Mangaza dans ce commentaire. Des solutions palliatives d'électrification de la ville de Kananga sont en chantier pour atténuer la forte demande en énergie électrique avant la matérialisation des grands projets, dont le barrage de Katene et d'Embombo. Le chef-lieu du Kasaï central s'apprête à accueillir à travers l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre une centrale solaire d'une capacité d'1 MW à même d'alimenter les bâtiments administratifs. Une bonne partie des ménages a impulsé les activités commerciales. Ce mercredi 10 septembre 2025, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a répondu favorablement à la demande d'un espace pour l'installation de cet ouvrage. Les sites choisis et les parcs situés entre les gouvernorats et la mairie de Kananga, dans les abords du rond-point Mukenge-Chabantou. Une partie de cette centrale a été déjà installée à l'aéroport, dont 200 kW sont fonctionnels aujourd'hui, en alimentant d'une part l'aéroport de Kananga, d'autre part les ménages environnants. Et il nous restait un parc de 800 kW que nous avons préféré installé au centre de la ville de Kananga pour desservir d'une part les bâtiments administratifs que nous avons et d'autre part les ménages et les activités commerciales qu'il y a tout autour. Nous avons vu le gouverneur qui nous a conduit à l'endroit où nous nous sommes retrouvés. Un endroit formidable pour une centrale moderne qui sera à la fois un élément décoratif de la ville mais aussi répondre immédiatement dans un très bref délai au problème d'électrification du centre de Kananga. Très préoccupé à améliorer le vécu de son peuple, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a affiché sa détermination à sortir progressivement sa province des ténèbres par des approches multiples. L'Église a un rôle capital à jouer dans le processus de la réconciliation nationale. C'est autour de ce thème que quelques jeunes réunis dans les mouvements citoyens Ponamboka ont réfléchi. Le reportage est signé par Paulette Lumba. Cette question a fait l'objet de la grande rencontre de jeunes Congolais réunis autour du mouvement citoyen Ponamboka, avec l'évêque Ejibaya Mampia Évariste, président de la plateforme de confession religieuse des églises de réveil de la RDC et expert en matière de règlement des conflits. Dans son exposé, l'évêque Ejibaya Mampia a invité les jeunes à la conscience collective et que la flamme de l'unité nationale brille dans leur cœur, a-t-il affirmé. Qu'ils forment la majorité de notre population. Et encore, ils sont très actifs sur le terrain, qu'ils pensent Congo, qu'ils rêvent Congo et qu'ils se sentent congolais. La jeunesse congolaise doit être active et non passive, et comment y parvenir? Par des réflexions stratégiques et intelligentes, selon le président Gracebou et Montou du mouvement citoyen Ponamboka. Alors déjà, nous, il faut dire que nous sommes plus de sentiments, mais un sentiment de joie. Notre objectif, c'était d'abord de découvrir les orientations de l'Église par son éminence l'archevêque Ejibaya Mampia, et ensuite maintenant rencontrer les jeunes avec des descentes sur le terrain pour que nous arrivions à recevoir des desiderata, des pensées, des idées. Et donc nous reviendrons par la suite encore soumettre les grandes lignes de jeunes, aussi bien à son éminence, mais encore aux autorités politiques. Dans le plan d'action du mouvement citoyen Ponamboka, une descente est prévue dans les jours à venir au sein des différentes zones de la RDC pour faire le diagnostic afin de comprendre les attentes de la jeunesse congolaise en particulier et de la population en général. Voilà, c'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal des Pati Tondouangou qui a été écrit par Nana Mozazebo et réalisé par Ramadan Poki et Yolande Voka. En leur nom, nous vous disons merci de l'avoir suivi. 20h, Guy Matundu sera là pour d'autres faits marquants de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Merci et au revoir.